Et si la clé du plus grand secret d'Elbaf ne se trouvait pas dans le regard de Loki, mais dans la paume de sa main? Depuis l'apparition du prince maudit, la communauté s'épuise à débattre. Est-il le loup Fenrir? Un oiseau mythique? Un métamorphe? Mais alors que beaucoup scrutent les tatouages de Loki, nous avons commis l'erreur de détourner les yeux de son compagnon le plus fidèle, sa propre arme. La révélation que le marteau Ragnir possède une conscience et la forme d'un écureuil n'est pas une fantaisie, c'est une boussole. Si le marteau est Ratatoskr, le messager qui parcourt le tronc d'Yggdrasil, alors celui qui est enchaîné aux racines ne peut être qu'une seule entité, le Nidhogg, dragon des abysses. Mais ne vous y trompez pas, Loki n'est pas un simple possesseur de Zoan mythologique. Il est le miroir occidental de Kaido, le détenteur d'un pouvoir capable d'annuler les pactes d'immortalité du Gorosei, et surtout, il est la pièce maîtresse qui nous manquait pour comprendre la nature réelle de l'arme antique Uranus. Des liens technologiques oubliés de la Galela jusqu'au destin croisé de la Trinité Rose, nous allons voir comment le prince d'Elbaf s'apprête à ronger les fondations de Redline pour déclencher le véritable Ragnarok. Préparez-vous, car pour comprendre l'avenir de One Piece, nous devons plonger là où la lumière ne descend jamais, sous les racines de l'arbre monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. Logia yori sarani kishou. Zonkei Genjushu. L'une des interrogations les plus persistantes concernant Elbaf demeure sans conteste l'identité du fruit du démon légendaire dont Loki est le détenteur. Le chapitre 1070 ne nous a certes pas livré de réponse catégorique, mais il a semé une multitude d'indices, notamment par le biais de diverses silhouettes illustrant sa métamorphose ainsi qu'une première esquisse du design même du fruit. Ces éléments ont alimenté de nombreuses conjectures. Certains y voient le loup Fenrir, d'autres imaginent un métamorphe complexe ou invoquent les tatouages de Loki pour justifier un fruit d'oiseau mythique. Mais la plupart regardent dans la mauvaise direction. Car pour comprendre Loki, il ne faut pas regarder le prince isolément, il faut regarder son arme. La révélation récente que Ragnir n'est pas un simple marteau de guerre, mais qu'il possède une conscience et prend la forme d'un écureuil n'est pas un gag d'Oda. C'est la clé de voûte qui manquait pour décrypter l'intégralité du mythe d'Elbaf. Si Ragnir est l'écureuil, alors il est Ratatoskr, le messager légendaire de l'arbre-monde Yggdrasil. Et si le marteau est le messager qui parcourt le tronc, alors Loki, enchaîné aux racines depuis des années, ne peut être qu'une seule entité, Nidhogg, le dragon qui ronge les fondations du monde. Pour percer le secret du fruit de Loki, nous devons d'abord examiner la preuve la plus tangible qu'Oda nous ait offerte dans le chapitre 1170, le fruit en lui-même. Lorsque nous zoomons sur la pomme gigantesque de Loki, la seule caractéristique que l'on peut affirmer avec une certitude absolue, c'est qu'il s'agit d'un fruit épineux. Sa surface n'est pas lisse, elle n'est pas simplement recouverte des spirales habituelles. Elle est hérissée, agressive, presque hostile au toucher. Et dans le grand catalogue des fruits du démon que nous avons constitué depuis plus de 1000 chapitres, il y a un autre fruit qui partage cette esthétique spécifique, le Goro no Mi mangé par Ener. Cette ressemblance visuelle est trop frappante pour être une coïncidence. Oda ne recycle pas les designs par paresse. Il utilise le langage visuel pour créer des connexions thématiques. Si le fruit de Loki ressemble à celui de la foudre, c'est parce que son pouvoir est intrinsèquement lié à cet élément. Nous avons vu Loki manipuler la foudre à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, on pouvait supposer que cette foudre provenait uniquement de son marteau Ragnir en référence à Mjolnir. Mais le design du fruit nous dit autre chose. La foudre est dans le démon qui l'a ingéré. Pourtant, Nidhogg est un dragon associé au poison, aux ténèbres, à la décomposition, et non à l'électricité. Or, c'est précisément là qu'Oda opère sa magie de la réinterprétation. Souvenez-vous du début de l'arc d'Elbaf. Lorsque les cauchemars des enfants ont été matérialisés, parmi ces terreurs figurait une créature très spécifique, explicitement nommée le dragon de foudre. À ce moment-là, cela ressemblait à un simple monstre de RPG pour divertir l'équipage. Avec le recul, c'était une préfiguration. Ce dragon n'est pas une créature aléatoire, c'était la manifestation subconsciente de la peur qu'inspire Loki aux habitants d'Elbaf. La conclusion s'impose d'elle-même. Le fruit de Loki est une version Oda du Nidhogg. L'auteur a pris la base mythologique du dragon qui ronge les racines, ce qui correspond à l'emprisonnement de Loki sous l'arbre, et a greffé l'attribut de la foudre pour le rendre cohérent avec le statut de Loki en tant que combattant destructeur. Si l'on examine les dessins d'Oda, un schéma visuel frappant émerge. Oda a représenté cette entité avec une caractéristique très spécifique, une langue pendante et 2 cornes dressées vers le ciel. Maintenant, regardez le design de Loki. Ce n'est pas une coïncidence.
Ce visage marqué par un sourire en coin, cette expression de malice perpétuelle et cette structure crânienne ne sont pas des choix aléatoires. Loki possède littéralement les traits du visage du Nidhogg. Oda a fusionné l'homme et le monstre avant même la transformation, nous plaçant la solution sous les yeux par le biais d'une simple ressemblance faciale. Ensuite, les Colors Press sont souvent le terrain de jeu de révélation subliminale de la part de l'auteur. Prenons le chapitre 1128 au tout début de l'arc d'Elbaf. Sur cette illustration, nous voyons l'équipage dans une ambiance de haute fantasy autour d'un dragon. Enfin, il y a l'indice le plus indélébile, celui gravé sur la peau même de Loki. D'un côté, on y voit les motifs d'écailles, ce qui rappelle immédiatement Kaido. Lorsque nous avons vu les tatouages de Kaido pour la première fois, c'était le présage absolu de son fruit du dragon oriental. Pour Loki, l'histoire se répète mais avec une nuance capitale. Si vous observez attentivement, les tatouages de Loki ne sont pas que des écailles. Ils entremêlent des motifs d'écailles et de plumes. Cette dualité a semé la confusion, poussant certains à théoriser sur un fruit d'oiseau. Mais c'est mal connaître la mythologie du Nidhogg. Dans de nombreuses représentations, et particulièrement dans l'interprétation moderne de la fantasy, le Nidhogg est un dragon ailé, un serpent à plumes des ténèbres nordiques. Il n'est pas cloué au sol, il vole. Les tatouages nous disent donc deux choses. Premièrement, Loki est un dragon, et deuxièmement, c'est une créature capable de s'élever vers les cieux. Ce qui valide l'idée d'un Nidhogg capable de quitter les racines pour assaillir le sommet, comme Loki le confirme au chapitre 1171. Si le design du fruit et les dessins d'Oda ont posé les fondations, c'est l'analyse morphologique de la transformation de Loki qui va sceller cette théorie. Le chapitre 1170 nous offre une silhouette de sa forme hybride, et c'est une mine d'or d'informations pour quiconque a l'œil aiguisé. Regardez d'abord les mains. On remarque que la silhouette des mains de Loki est presque la copie conforme de celle de Kaido en forme hybride. L'idée d'un nouveau fruit du dragon tient donc la route. Et les excroissances visibles sur la silhouette de Loki pourraient renvoyer aux représentations modernes d'un Nidhogg épineux. Cependant, c'est la dernière silhouette qui s'avère être la plus énigmatique. La forme suggère un long museau s'étendant derrière la fumée. Il s'agit peut-être d'un dragon dont le cou et le faciès rappellent Killingam, lui-même possesseur d'un fruit du dragon. Notons que Killingam possède un Ryu no Mi modèle Killing, contrairement à Kaido dont le fruit est Ryu no Mi modèle Seiryu, traduit littéralement par le fruit du poisson modèle dragon azur, une nuance capitale sur laquelle nous reviendrons. Plus fascinant encore, si l'on regarde les tout premiers croquis conceptuels d'Oda pour la forme hybride de Kaido, il avait envisagé un cou et un visage beaucoup plus allongés, presque identiques à ce que nous voyons aujourd'hui avec Loki. C'est comme si Oda avait gardé ce design spécifique pour l'utiliser plus tard. Loki est la réalisation de ce concept abandonné pour Kaido. Ce qui nous amène à la révélation centrale de cet acte, l'effet miroir. Loki n'est pas une copie de Kaido, il est son reflet inversé. Kaido incarnait le Seiryu, le dragon azur oriental, un serpent céleste sans ailes qui vole en s'agrippant à des nuages de flammes. Loki incarne le Nidhogg, le dragon occidental, une bête physique, dotée d'ailes, brutale et souterraine. Oda a construit une dichotomie parfaite entre l'Orient et l'Occident. Kaido régnait sur Wano, retranscription du Japon féodal avec un dragon oriental. Loki règne sur Elbaf, référence à la Scandinavie mythologique avec un dragon occidental. C'est une symétrie narrative absolue. Maintenant que nous avons identifié le dragon, il est temps de comprendre la nature exacte de ce fruit du démon. Une distinction capitale échappe souvent aux fans. La majorité des dinosaures appartient à la famille des Ryu no Mi, qui se traduit par fruit du dragon. Le mot japonais Ryu est utilisé pour désigner à la fois le dragon et le dinosaure. Mais Kaido fait figure d'exception. En effet, bien qu'à l'heure actuelle il soit le dragon le plus emblématique de l'œuvre, il détient Ryu no Mi modèle Seiryu, traduit littéralement par fruit du poisson modèle dragon azur. Par conséquent, si l'on considère Loki comme le miroir narratif de Kaido, il est très improbable qu'il possède un simple fruit du dinosaure. Pour respecter cette symétrie symbolique, son pouvoir devrait logiquement appartenir lui aussi à la famille des fruits du poisson. On pourrait penser que le fruit du poisson est unique à Kaido à cause de la légende de la carpe qui a inspiré Oda, ce qui exclurait Loki de ce schéma. Pourtant, Oda n'a pas appliqué ce mythe à la lettre, puisque Kaido s'est transformé en dragon dès l'instant où il a mangé son fruit sur God Valley, sans passer par l'étape de la carpe. Rien n'interdit donc l'existence d'un autre type de dragon marin qui suivrait le même schéma. Cette classification n'est pas seulement technique, elle est mythologique. Dans les légendes nordiques, après avoir orchestré la mort du dieu Balder, Loki tente d'échapper à la colère des As en se métamorphosant en saumon pour se cacher dans une rivière. Oda pourrait avoir utilisé le même procédé que Kaido pour le fruit de Loki. C'est ici que la théorie devient révolutionnaire.
Pourquoi Harald a-t-il dit que seul Loki, avec ce fruit spécifique, pouvait le vaincre? Pourquoi le haki ou la force brute ne suffisait-il pas? La réponse réside dans la nature de l'ennemi. Les chevaliers divins et le Gorosei tirent leur pouvoir de pacte occulte lié aux abysses. Or, quelle est la faiblesse universelle des fruits du démon et de ses pouvoirs maudits? La mer. Si Loki a mangé un modèle de fruit du poisson, il n'est pas seulement un utilisateur de fruits, il incarne conceptuellement l'essence de la mer. Souvenez-vous de l'arc Thriller Bark. Les zombies de Moria étaient immortels, se relevant sans cesse. Quelle était leur seule faiblesse? Le sel. Les chevaliers divins sont comme des zombies de luxe. Ils se régénèrent à l'infini grâce à leur pacte abyssal. Mais face à Loki, qui posséderait l'essence marine d'un Uo-Uo no Mi, leur régénération serait annulée. Cette théorie explique aussi enfin l'un des plus vieux mystères de l'œuvre, le bras de Shanks. Pourquoi un futur empereur a-t-il perdu un bras face à un simple roi des mers? Parce que la morsure venait d'une créature purement marine. Une blessure infligée par la mer elle-même laisserait une marque indélébile qui annulerait tout pacte lié à Imu. En perdant ce bras face à la mer, Shanks a peut-être payé le prix pour se libérer définitivement de l'emprise d'Imu. Si le fruit de Loki représente la puissance brute et la connexion avec les mers, son arme, Ragnir, est le véritable cerveau de l'opération, le lien manquant qui transforme une simple brute en une figure prophétique. La révélation récente que ce marteau légendaire est en réalité un écureuil n'est pas une simple touche d'humour d'Oda. C'est la pièce maîtresse qui valide toute la structure mythologique de l'arc. Dans la mythologie nordique, l'arbre-monde Yggdrasil est un écosystème complexe. Si Nidhogg ronge les racines de l'arbre et qu'un aigle veille au sommet, ils font un lien entre les deux. Ce lien, c'est Ratatoskr, l'écureuil messager qui court inlassablement le long du tronc pour porter les nouvelles et souvent semer la discorde entre le bas et le haut. En faisant de Ragnir un écureuil, Oda nous dit explicitement « Voici le Ratatoskr de One Piece ». Ragnir n'est pas un animal de compagnie, il est le gardien du fruit légendaire d'Elbaf, attendant le maître légitime. La scène où Ragnir accepte enfin Loki est cruciale. Ce n'était pas une simple soumission par la force, c'était une reconnaissance. Ragnir a vu en Loki le Nidhogg, la seule entité capable de compléter le duo mythique. Sans l'écureuil, le dragon reste isolé dans les ténèbres. Avec lui, la communication avec le sommet, et donc le déclenchement du Ragnarok, devient possible. Mais comment un marteau peut-il être un écureuil? Pour comprendre cela, il faut quitter la mythologie et entrer dans l'histoire industrielle d'Elbaf. L'indice le plus fou se trouve dans le nom du groupe lié à ce marteau, la Galela. En japonais, Oda utilise un jeu de mots à double lecture fascinant. Les kanji s'écrivent « flotte du grand marteau », mais les furigana indiquent « Galela ». Le lien avec la Galela Company de Water 7 est indéniable. La Galela est l'héritière spirituelle d'une longue lignée de charpentiers navals. La Galela d'Elbaf était une guilde de charpentiers géants capables de forger des navires colossaux comme le Noah ou Pluton. C'est ici que le puzzle de Punk Hazard s'assemble enfin. Nous avons vu là-bas des géants congelés depuis des siècles. La théorie est limpide. Ces géants sont les membres perdus de la Galela, capturés par le gouvernement mondial il y a des centaines d'années pour exploiter leur savoir-faire. Ragnir est un vestige de ce groupe, un marteau vivant séparé de ses créateurs avant leur départ d'Elbaf. Son lieu de naissance? Très probablement le laboratoire technologique vieux de 3000 ans que Franky a découvert à l'intérieur de l'arbre d'Adam. Ceci nous amène à la question fondamentale. Pourquoi donner un fruit du démon de type Zoan à un objet? Pourquoi ne pas simplement construire un robot? L'arc d'Egghead nous a donné la réponse par l'échec. Vegapunk a tenté de contrôler ses créations avec des puces d'autorité hiérarchique. Mais ce système est faillible. Il peut être piraté ou contourné. La Galela avait une approche différente et supérieure. Le Zoan confère une volonté. Un objet qui a mangé un Zoan n'est pas un robot obéissant à un code. C'est un être vivant doté de jugement. Il choisit son manieur non pas en fonction de ses ordres, mais en fonction de sa nature profonde. L'objet Zoan a jugé Loki, validant qu'il possédait ce qu'il fallait pour manger le fruit. Mais cette technologie offre un autre avantage décisif, l'immortalité. Les géants vivent 3 siècles, mais ils finissent par mourir et vieillir. Ragnir, lui, est là depuis des siècles, peut-être même depuis le siècle oublié, et pourtant, il a l'apparence d'un écureuil jeune et vigoureux. Tant que l'objet physique, ici le marteau, n'est pas détruit, le fruit maintiendra sa forme animale dans sa jeunesse éternelle. C'est le gardien parfait, capable de traverser les époques pour livrer son pouvoir au moment prophétisé. 遠い昔に実在したこの世界を滅ぼせるほどの力。神の名を持つ3つの古代兵器。プルトン、ウラヌス、ポセイドン。 Maintenant que nous avons les pièces du puzzle, nous pouvons enfin prendre du recul pour contempler tout dans son ensemble. Ce que nous voyons n'est pas seulement une référence à la mythologie nordique, c'est le plan de construction de la dernière arme antique, Uranus. Pendant des années, nous avons cherché des machines ou des monstres.
mais Elbaf peut confirmer une structure fondamentale. Une arme antique n'est jamais qu'un objet inerte. C'est toujours une symbiose entre un maître humanoïde et une ou plusieurs créatures titanesques douées de volonté. Poséidon n'est pas juste Shirahoshi, c'est Shirahoshi commandant au roi des mers. Pluton n'est pas juste un navire, c'est un système lié à Momonosuke qui commande aussi Zunesha. Et pour lier ses héritiers, Oda a utilisé un code couleur subtil mais indéniable, le rose. Shirahoshi, Poséidon, la sirène à la chevelure et à la queue rose. Momonosuke qui est lié à Pluton, le dragon rose artificiel. Et enfin, Loki qui est possiblement Uranus, le prince aux cheveux violets rosés, scellant le trio. Loki est la troisième arme antique, mais comme Shirahoshi a besoin des rois des mers, Loki a besoin de ses propres légions. Ragnir est le lien, mais qui sont ces légions? Si la mythologie est respectée, et Oda la respecte souvent dans les grandes lignes, la présence de Nidhogg aux racines et de Ratatosk sur le tronc impose l'existence d'une troisième entité au sommet de l'arbre d'Adam, les aigles. Dans l'Edda, un aigle sans nom trône au sommet d'Yggdrasil. Il est l'ennemi juré de Nidhogg. Ils se détestent et l'écureuil passe son temps à attiser cette haine. Le royaume céleste, caché dans les nuages au sommet de l'arbre, est probablement le domaine de ces oiseaux géants. Loki, en tant que Nidhogg, est leur ennemi naturel. Pour activer Uranus, il ne s'agit pas de les vaincre, mais de les unifier. Et c'est ici qu'intervient un membre inattendu de l'équipage, Chopper. Rappelez-vous de l'ellipse des 2 ans. Où était Chopper? Il était au royaume de Torino. Et qu'a-t-il fait? Il a servi de médiateur pour mettre fin à une guerre ancestrale entre des oiseaux géants au sommet d'un arbre immense et les humains vivant aux racines. L'arbre Torino ressemble à une version miniature de l'arbre d'Adam. C'est un foreshadowing de l'auteur. Sur Elbaf, Chopper va jouer ce rôle crucial. Capable de parler aux animaux, il est le seul à pouvoir traduire les messages de Loki et Ragnir pour les aigles. Les géants, voyant ce petit être poilu parler la langue des dieux animaux, ne le verront plus comme un animal de compagnie ou un tanuki, mais comme l'incarnation sacrée de l'écureuil diplomate. Nous avons maintenant la structure complète de l'arme. Uranus n'est pas un laser orbital, c'est un système de transport et de destruction planétaire fonctionnant en miroir parfait avec les 2 autres armes. Nous avons décrypté le fruit, analysé le marteau et cartographié l'arme antique. Mais une question subsiste. À quoi tout cela sert-il? Pourquoi Oda a-t-il mis en place une machinerie aussi complexe sur Elbaf? La réponse est terrifiante de simplicité. Le monde tel que nous le connaissons doit mourir pour renaître. Le rôle mythologique du Nidhogg n'est pas de combattre des héros, son but unique est de ronger les racines d'Yggdrasil jusqu'à ce que l'arbre pourrisse et s'effondre, entraînant la fin du monde des dieux. Le dessin de Loki est tracé. Il embrassera pleinement sa nature de Nidhogg. Il ne va pas seulement attaquer le gouvernement mondial, il va s'attaquer à la structure même du monde. Il va ronger les fondations de Red Line. C'est ici que la prophétie de Madame Charlie prend tout son sens. Elle a vu Luffy au centre de la destruction de l'île des hommes poissons. Mais la destruction ne viendra pas d'une attaque de Luffy contre les habitants. Elle viendra de l'effondrement de Red Line, provoqué par l'action conjointe de Joy Boy et de Loki pour créer All Blue. Mais une telle destruction implique un cataclysme. Des millions de tonnes de roches vont s'effondrer, mais Poséidon a le Noah pour évacuer les habitants des profondeurs. Le Ragnarok de One Piece n'est pas la fin de la vie, c'est la fin de la stagnation imposée par Imu. Elbaf n'est pas une simple escale, c'est le laboratoire où le passé et le futur se lient. C'est ici que nous comprenons que la véritable puissance ne réside pas dans le haki ou les fruits du démon, mais dans la capacité à hériter des rêves et à se faire choisir par le destin. Loki, le prince dragon, et Ragnir, le marteau vivant, sont prêts. Les racines tremblent déjà, et avec la libération du géant, le Ragnarok a commencé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, en partageant, en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Je vous invite également à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir, et cela contribue à l'essor de la communauté. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et salut!